S'il vous plaît, aidez-moi. Ils battent ma maman. Ils ne s'arrêteront pas de la frapper. S'il vous plaît, aidez-moi. Ils battent ma maman. Ils ne s'arrêteront pas de frapper. Sa robe de dentelle rose tremblait comme elle agrippait le bras lourd tatoué de l'étranger. Les perles colorées dans ses tresses claquaient ensemble comme elle leva les yeux, sa voix se brisant de pure terreur. La musique dans le salon VIP coupa instantanément. Des verres à vin coûteux gelèrent en l'air. Chaque criminel endurci dans la pièce retenait son souffle. Mais l'homme qu'elle avait choisi d'interrompre n'était pas juste un homme d'affaires. Il était Lee Thanen, l'empereur du syndicat coréen, et un homme qui n'avait pas montré de pitié ni de sourire en 5 ans. Et ce que l'empereur fit ensuite ne cassa pas juste les règles de la pègre. Cela laissa tout le monde le voyant absolument sans voix. Vous devez rester jusqu'à la fin car la transformation de ce monstre au cœur froid vous choquera jusqu'au plus profond. Avant que nous plongions, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Frappez le bouton s'abonner pour vous abonner à cette chaîne et commentez ci-dessous d'où vous regardez afin que je puisse spécialement vous envoyer un regard. Maintenant, faisons un pas dans le cœur de l'histoire. Le son grave de la musique en bas était juste un tremblement lointain dans les planchers, un rappel rythmique du chaos que Lee Thanen contrôlait, mais ne participa jamais. Ici, en haut, dans le sanctuaire au mur de verre du salon VIP du Sapphire Club, le silence était le luxe ultime. C'était un silence froid, coûteux qui coûtait plus que les bouteilles de Bordeaux Vintage, reposant sur les tables en marbre noir. Au centre de la pièce s'assit Teen, l'homme dont les rues chuchotaient comme l'empereur. Il ne ressemblait pas à un homme qui s'inquiétait des raids de police ou des territoires rivaux. Il ressemblait à une statue taillée dans la glace et le regret. Sa chemise blanche de soirée était déboutonnée au col, révélant les écailles complexes d'un tatouage de dragon noir qui s'enroulait sur sa poitrine et disparaissait le long de son cou, une marque permanente du syndicat qu'il dirigeait d'une main de fer. Des anneaux d'or scintillaient sous l'éclairage encastré, tamisé, comme il faisait tournoyer son vin, ses yeux sombres fixés sur rien en particulier, pourtant ne manquant absolument rien. Pour les hommes et femmes en costume d'affaires élégants assis autour de lui, Thanen était une force de la nature à craindre. Il était l'architecte de la pègre de la ville, un homme qui avait consolidé le pouvoir par une cruauté calculée. Il connaissait les histoires. Il savait que 5 ans plus tôt, Thanen avait été différent. Un homme qui riait, qui avait une famille. Mais cet homme mourut le même jour que sa fille. Le Lee Thanen qui resta était un fantôme dans un costume Gucci. Un homme qui avait chirurgicalement enlevé son propre cœur pour s'assurer qu'il ne pourrait jamais être brisé à nouveau. Ce soir, c'était des affaires comme d'habitude, le briefing hebdomadaire. Ses lieutenants parlaient à voix basse sur des tons révérencieux, décrivant des prophètes et des territoires. Thanen écoutait sans expression, son visage un masque parfait d'indifférence. Il n'avait pas besoin de crier pour commander l'attention. Son silence était assez lourd pour écraser la confiance d'un homme. Dans cette pièce, vous ne parliez pas à moins qu'on ne vous parle et vous ne mentionniez certainement pas le passé. Le sentiment dans le monde de Thanen était un passif. C'était la fissure dans l'armure où le couteau trouvait toujours son chemin. L'air dans le salon était épais de fumée de cigarettes et de tension. Chaque personne à table marchait sur des œufs, terrifiée de déclencher le dragon. Il pensait qu'il comprenait les règles de ce monde, pouvoir, peur et contrôle absolu. Il pensait que ce soir se terminerait comme tous les autres mardis soirs, avec des accords conclus et des ennemis réduits au silence. Mais l'univers a une manière de rire des plans des hommes puissants. Et la forteresse que Thanen avait construite pour garder le monde dehors était sur le point d'être brisée par la seule chose contre laquelle il ne pouvait pas se défendre. Les doubles portes à l'entrée du salon ne s'ouvrirent pas juste. Elles volèrent en arrière contre les butoirs, avec une violence qui fit que 3 lieutenants atteignirent instinctivement les armes dans leurs vestes taillées. La sécurité au Sapphire Club était supposée être impénétrable.
Une forteresse de muscles et de détecteurs de métaux conçus pour garder les menaces dehors. Mais l'intrus qui trébucha dans la pièce n'était pas une équipe de tueurs rivaux ou un raid de police. C'était un flou de rose vif, frénétique. Une petite fille, pas plus âgée que 7 ans, glissa sur le sol en marbre poli. Sa poitrine se soulevait, ses petites chaussures noires en cuir verni glissant légèrement comme elle se bousculait pour trouver pied. Elle avait l'air d'avoir été lâchée d'une autre planète, une de terrain de jeu et de soleil, directement dans ce purgatoire sombre rempli de fumée. Sa robe de dentelle rose était déchirée à l'ourlet, et ses tresses perlées se balançaient sauvagement autour d'un visage luisant de sueur et de larmes. « Hé, arrêtez !» Un garde du corps beugla, son cadre massif se jetant pour l'intercepter. Mais la peur est un carburant puissant. Elle se baissa sous sa main agrippante avec une agilité désespérée. Ses mouvements erratiques et alimentés par une pure panique. Elle ne cherchait pas une sortie. Elle balayait la pièce du regard, ses yeux grands, terrifiés cherchant un sauveur parmi les loups. Les clients restèrent figés, leur conversation coupée au milieu d'une phrase, regardant avec une incrédulité stupéfaite, comme cet enfant se frayait un chemin à travers le labyrinthe de tables. La plupart des enfants auraient reculé à la vue de Lee Temmen, l'encre sombre en spirale sur son cou, l'indifférence froide dans ses yeux, et l'immobilité terrifiante de lui faisait habituellement détourner le regard aux hommes adultes. Mais cet enfant ne broncha pas. Peut-être l'instinct lui dit que l'homme au centre de la tempête était le seul avec le pouvoir d'arrêter la pluie. Elle ne courut pas loin de lui. Elle courut droit vers lui. La pièce devint mortellement silencieuse. Le bourdonnement ambiant de la climatisation sembla soudain assourdissant. La petite fille s'écrasa contre le côté de la chaise de T.M., son élan la privant presque de souffle. Ses mains, petites et tremblantes, se serrèrent sur l'avant-bras de Temmen. Ses doigts s'enfoncèrent dans l'encre du dragon sur sa peau, agrippant sa chair comme si c'était la seule chose solide restant dans son monde. Elle haleta pour de l'air, un sanglot déchirant sa gorge qui sonnait bien trop lourd pour son petit corps. « S'il vous plaît !» elle s'écria, sa voix se brisant et résonnant contre les murs de verre. « Vous devez aider, ils battent ma maman, ils ne s'arrêteront pas. » Le silence dans la pièce fut brisé par le pas lourd du chef de la sécurité, une brute nommée Marcus, qui se précipita en avant avec un froncement de sourcils gravé sur son visage. Dans le monde de Temmen, le contact non autorisé était une condamnation à mort, et un étranger touchant l'empereur était un échec du plus haut ordre. Marcus tendit la main, sa main massive se refermant autour de l'épaule de la fille pour la tirer. « Lâchez-le !» Marcus grogna, sa voix basse et dangereuse. Mais Temmen ne secoua pas l'enfant. Il ne cligna même pas des yeux. Il était figé, son regard fixé sur la petite fille tremblante s'accrochant à son bras. La chaleur de sa main brûlait contre sa peau, un contraste choquant avec le vide froid dans lequel il avait vécu pendant 5 ans. Il la regarda vraiment, et pour une seconde terrifiante, le salon VIP se dissout. Il ne vit pas une étrangère. Il vit un fantôme. La dentelle rose de sa robe se brouilla dans le souvenir d'une robe similaire quand une qu'il avait achetée pour une fête d'anniversaire qui n'eut jamais lieu. La terreur dans les grands yeux sombres de Jada reflétait le cauchemar qui se rejouait derrière ses paupières chaque fois qu'il essayait de dormir. C'était le même regard d'impuissance absolue, la même supplication pour la sécurité d'un monde trop cruel pour quelque chose de si petit. Sa fille, Minji, aurait eu cet âge maintenant. Elle aurait eu des tresses comme celle-ci. Elle l'aurait regardé avec cette même confiance désespérée. La glace qui enveloppait le cœur de Lee Temmen ne fondit pas. Elle se fissura avec la force d'un coup de feu. « Patron, je m'en occupe », dit Marcus, serrant sa prise sur l'épaule de Jada. La petite fille laissa échapper un cri aigu de douleur, se recroquevillant loin du garde. Ce son fut le catalyseur. La main de Temmen jaillit, attrapant le poignet de Marcus avec une vitesse et une force qui firent haleter le grand homme. La prise était de fer, punitive
et absolue. Lâchez-la, TMN dit. Sa voix était à peine un chuchotement, mais elle portait une violence qui fit baisser l'air dans la pièce de 10 degrés. Marcus la relâcha instantanément, reculant avec des yeux écarquillés. « Patron! » Taman l'ignora. Il reporta son attention sur Jada. Il se baissa lentement de sa chaise, s'accroupissant jusqu'à ce qu'il soit à hauteur de ses yeux. Le mouvement était fluide, mais lourd de but. Le terrifiant empereur de la pègre était à genoux sur le sol d'une boîte de nuit, insensible au regard choqué de ses lieutenants. Il tendit la main, ses doigts tatoués hésitant pendant une fraction de seconde, avant de brosser doucement une larme solitaire de sa joue. « Tu as dit qu'il faisait mal à ta mère », il déclara, sa voix dépourvue de son froid habituel. « Où ?» Ryder renifla, pointant un doigt tremblant vers la sortie, vers la dure réalité des rues dehors. Le magasin. Les méchants hommes avec les bandanas rouges, s'il vous plaît. TMN se leva. La décision avait été prise en l'espace d'un battement de cœur. Il boutonna sa veste de costume, son visage se durcissant en un masque de résolution mortelle. Le chagrin était toujours là, mais maintenant il avait une cible. « Prenez les voitures », il commanda, marchant vers la porte sans regarder en arrière. « Et amenez le docteur. » Les rues de la ville devinrent un flou de traînées de néons et d'asphalte, glissant de pluie, comme le convoi déchira à travers le district. 3 berlines noires blindées se déplacèrent en une formation serrée et agressive, fendant le trafic de fin de nuit comme la proue d'un brise-glace. Ils ignorèrent les feux rouges et les limites de vitesse, les lois de la route se dissolvant face à l'urgence de l'empereur. À l'intérieur du véhicule de tête, l'atmosphère était suffocamment tendue. Jada s'assit perché sur le bord du siège en cuir cousu à la main, ses pieds touchant à peine les tapis de sol moelleux. Elle semblait incroyablement petite contre le vaste intérieur sombre de la voiture de luxe, sa robe rose une anomalie frappante dans un monde de costumes anthracite et de bronze. Elle tremblait, ses mains agrippant la sangle de la ceinture de sécurité à travers sa poitrine, comme la voiture prit un virage serré, les pneus gémissant contre le revêtement. À côté d'elle, Lee Temon était une statue de violence contrôlée. Il n'avait pas parlé depuis qu'ils avaient quitté le club, mais l'air autour de lui crépitait d'une énergie terrifiante. Il regardait fixement par la fenêtre teintée, sa mâchoire si dure qu'un muscle s'agitait près de son oreille. Il ne regardait pas les bâtiments qui passaient. Il faisait des calculs, visualisant l'agencement des rues, et se préparait à la violence qui lui était requise. Le col déboutonné de sa chemise révéla le dragon sur sa poitrine, qui semblait monter et descendre avec ses respirations lentes et profondes. Jada lui jeta un coup d'œil, ses yeux grands et humides. Pour le reste du monde, il était un monstre, un homme qui commandait la peur avec un simple mouvement de son sourcil. Mais pour elle, dans le bourdonnement silencieux de la voiture rapide, il était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. Elle renifla, le son petit et pathétique dans ce silence lourd. Le regard de Temon changea. Il ne tourna pas entièrement la tête, mais ses yeux glissèrent vers elle. Il vit la manière dont ses tresses perlées tremblaient à chaque vibration du moteur. Il vit la contusion se former sur son petit poignet, où elle avait probablement été attrapée. La vue de cela fit que son sang devint froid, plus froid qu'il ne l'avait été depuis des années. Ce n'était pas la froideur détachée des affaires. C'était la concentration glaciale et affûtée d'un prédateur protégeant les siens. « Nous sommes proches », Tim a dit, sa voix basse et rauque. Ce n'était pas un confort exactement, mais une déclaration de fait, une promesse. Il atteignit la poche de la porte et sortit un mouchoir blanc propre. Sans la regarder, il l'offrit. Jada hésita une seconde, puis le prit avec des doigts tremblants, s'essuyant le nez. « Chauffeur », TM commanda, son ton ne laissant aucune place à l'échec. « Plus vite !» Le moteur rugit en réponse, la force gelée poussant en arrière dans leur siège comme le convoi accéléra vers le chaos les attendant. Le dragon était réveillé et il apportait une tempête avec lui.
Le convoi ne se gara pas. Il occupa la rue. Les 3 berlines noires freinèrent un à mort devant la boutique de tresses et salon de Case, bloquant efficacement la route étroite et jetant de longues ombres menaçantes sur le trottoir fissuré. Le quartier était silencieux. Le genre de silence qui vient des gens sachant mieux que de regarder par leurs fenêtres quand les problèmes frappent. Mais le salon lui-même était une cacophonie de destruction. À travers la grande fenêtre avant, qui était déjà tissée d'araignées et de fissures, la violence se jouait en haute définition. À l'intérieur, l'air était épais de l'odeur chimique des produits capillaires renversés et de l'odeur âcre de la peur. Des chaises étaient renversées, des miroirs étaient brisés, des éclats de verre scintillants sur le linoléum comme des diamants dans la poussière. Giada se jeta vers la poignée de porte. Un cri désespéré se coinça dans sa gorge, mais la main de Timin jaillit, se serrant sur son épaule. Ce n'était pas rude, mais c'était inamovible. « Reste », il ordonna. Sa voix était basse, vibrant d'un commandement qui contournait le cerveau et allait directement à l'instinct. « Ne bouge pas avant que je le dise. » Giada se figea, des larmes coulant sur son visage comme elle pressait ses petites mains contre la vitre teintée. À l'intérieur, sa mère, Kessisha, était à genoux au milieu de l'épave. C'était une belle femme, son visage fort, mais actuellement tordu de terreur. Debout au-dessus d'elle se tenait un homme dans un gilet en jean effiloché, Snake. Il tenait une batte de baseball en métal lâchement dans une main, la tapant rythmiquement contre sa cuisse. Il criait, sa salive volant comme il fit un geste vers la caisse vide. Timin regarda la scène avec une clarté terrifiante. Il vit Snake attraper une poignée des cheveux de Kwesa, tirant sa tête en arrière pour la forcer à le regarder. Il vit la façon dont Kesha tressaillit, non pas pour elle-même, mais jetant un coup d'œil vers l'arrière-salle où elle avait caché sa fille, ignorant que Giada s'était déjà échappé. Ce regard, cet instinct maternel désespéré, sacrificiel, frappa Timin comme un coup physique. C'était le même regard que sa femme lui avait donné quelques instants avant la fin. Le souvenir n'apporta pas de tristesse cette fois. Il apporta le feu. Un changement se produisit sur la banquette arrière de la berline de luxe. La pression de l'air sembla chuter. L'empereur calculé, à l'esprit d'affaires qui s'inquiétait des marges bénéficiaires et des traités de police disparus. À sa place, quelque chose d'ancien et de violent commença à se dérouler. Le dragon sur sa poitrine semblait brûler contre sa peau. Timin déboucla sa ceinture de sécurité. Le son fut un clic aigu qui résonna comme un coup de feu dans la voiture silencieuse. Il ne vérifia pas son arme. Il n'en avait pas besoin. Il lissa le devant de sa chemise blanche déboutonnée, ses yeux ne quittant jamais l'homme avec la batte. « Regarde », il chuchota à Giada, sa voix dépourvue de toute chaleur humaine. Il ouvrit la portière de la voiture et sortit dans la nuit. Le dragon endormi s'était réveillé et il avait faim. La cloche au-dessus de la porte tinta un son joyeux et accueillant qui semblait grotesquement déplacé. Comme Lee Timin entra dans le salon, le son coupa à travers les cris comme un rasoir, faisant que les 5 membres de gang se figèrent. Snake, le chef, tourna lentement, la batte de baseball en métal reposant paresseusement sur son épaule. Il regarda Timin de haut en bas, s'imprégnant de la chemise blanche coûteuse et de la montre en or et ricanant. « Garçon riche perdu !» Snake railla, crachant sur le sol près des jambes tremblantes de Kwesha. « Rendez-vous seulement. » Timin ne parla pas. Il ne cligna même pas des yeux. Il atteignit simplement derrière lui et tourna le pain dormant sur la porte vitrée. Le clic bruyant résonna dans la petite pièce, finale et absolue. Ce n'était pas pour les garder dehors, c'était pour les enfermer. Dehors, le garde du corps massif qui avait conduit la voiture de tête se posta directement devant la fenêtre de Giada. Giada essaya de regarder autour de lui, ses petites mains pressant contre la vitre, mais la large veste de costume de l'homme devint un mur de laine noire. « Les yeux sur moi, petite », il dit à travers la vitre, sa voix étouffée mais ferme. « Cette partie n'est pas pour toi.
À l'intérieur, la violence explosa avec une vitesse terrifiante. Un des acolytes de Snake se jeta le premier, sortant d'un cran d'arrêt. T-Man ne recula pas. Il entra dans l'espace, son mouvement un flou d'énergie cinétique. Il attrapa le poignet de l'homme, le tordant avec un craquement écœurant qui fit tomber l'attaquant à genoux avant de délivrer un coup de pied précis et dévastateur à la poitrine qui l'envoya voler dans une chaise de coiffure. La pièce éclata. Snake balança la batte, visant la tête de T-Man. T-Man se baissa sous l'arc de l'arme avec la grâce d'un danseur, le vent du balancement ébouriffant ses cheveux. Il se leva et enfonça son coude dans les côtes de Snake, l'impact sonnant comme un coup de feu. Snake halota, laissant tomber la batte comme l'air quitta ses poumons. Mais T-Man n'avait pas fini. Ce n'était plus des affaires, c'était personnel. Il se déplaça parmi les hommes restants comme l'eau, fluide et imparable. Il en claqua un face contre un miroir, le verre se brisant en 1000 diamants autour d'eux. Un autre essaya de courir, mais T-Man l'attrapa par le col, le projetant sans effort par-dessus le poste de shampoing. C'était une fureur déboutonnée, crue, viscérale et efficace. Il n'y avait pas de mouvement gaspillé, seulement le démantèlement brutal de brutes qui avaient oublié leur place dans la chaîne alimentaire. En 30 secondes, le salon était de nouveau silencieux, sauf pour les gémissements d'hommes brisés se tordant sur le sol. Snake gisait haletant aux pieds de T-Man, du sang bouillonnant de son nez. T-Man se tenait au-dessus de lui, sa poitrine se soulevant légèrement. Le tatouage de dragon sur sa poitrine maintenant luisant de sueur. Il ajusta ses poignets, son expression retournant à ce masque d'indifférence froide, bien que ses yeux brûlent d'un feu persistant. Il regarda Kessa, qui le regardait fixement en état de choc. Réalisant que le monstre qu'elle craignait venait de manger les loups, le silence qui suivit la violence était plus lourd que le bruit. Les seuls sons dans le salon détruit étaient les respirations irrégulières des hommes inconscients sur le sol et les pleurs doux et terrifiés de Kessa. T-Man ne regarda pas les corps qu'il avait démantelés. Pour lui, ils n'étaient plus des menaces. Ils étaient des obstacles de refus qui avaient été enlevés avec un préjudice nécessaire. Il atteignit sa poche et récupéra son téléphone. Ses jointures légèrement meurtries, mais sa main ferme. Il ne composa pas le 911. La police posait des questions. T-Man s'occupait de solutions. Il pressa un seul numéro de composition rapide. « Dr. Choi », T-Man dit, sa voix plate et dépourvue d'adrénaline. « J'ai un code blanc au coin de la 4e et Main. Trousse de traumatisme 2 minutes. » Il raccrocha avant qu'une réponse ne puisse être donnée. Kessa pressait une serviette sur une coupure à son front, le regardant fixement avec des yeux grands et tremblants. Elle regarda du dragon tatoué sur sa poitrine au tas de membres de gang gémissants. « Qui êtes-vous? » Elle bégaya, reculant comme il fit un pas vers elle. T-Man s'arrêta, lui donnant de l'espace. Il boutonna ses poignets, cachant l'encre, mettant effectivement le monstre de retour dans sa cage. « Je suis l'homme que votre fille a trouvé, » il dit simplement. Avant que Kessa ne puisse traiter cela, la porte d'entrée claqua. Le garde du corps massif dehors la déverrouilla et un flou de rose se précipita. Mama Jada frappa la poitrine de sa mère comme une collision, enterrant son visage dans le cou de Kessa. La femme s'effondra, enveloppant ses bras autour de son enfant, se balançant d'avant en arrière dans le verre brisé. T-Man les regarda, son expression illisible, bien qu'une douleur fantôme pulsa dans sa poitrine. C'était une scène qu'il avait jouée dans ses rêves 1000 fois, une réunion qu'il n'eut jamais. Moins de 90 secondes plus tard, la rue dehors était baignée dans la lueur blanche des phares. Une fourgonnette noire mate, non marquée et élégante, freinèrent à mort derrière T-Man. Les portes latérales glissèrent et 4 hommes en blouse tactique sombre se déversèrent. Ils ne ressemblaient pas à des ambulanciers. Ils ressemblaient à une équipe d'opérations spéciales armée de stéthoscopes. Ils balayèrent le salon avec une efficacité pratiquée. Pas de sirène, pas de bavardage radio. 2 d'entre eux déplacèrent les membres de gangs inconscients,
et Nunta dans le coin pour dégager le sol, tandis que le Dr. Choi, un homme aux yeux perçants, avec des tempes grisonnantes, s'agenouilla à côté de Kwesa. « Monsieur Lee !» Le docteur hocha la tête une fois à son patron avant de tourner son attention vers la femme. Il ouvrit une maillette métallique qui semblait plus militaire que médicale. « Madame, j'ai besoin que vous regardiez cette lumière. Nous allons nous occuper de cette coupure. Vous êtes entre les meilleures mains de la ville. » Kwesa regarda autour d'elle, déconcertée. Elle vit l'équipement coûteux, l'efficacité respectueuse de l'équipe et la manière dont tout le monde déférait à l'homme silencieux en chemise blanche se tenant près de la fenêtre. Ce n'étaient pas des soins d'urgence. C'était le genre de service réservé au président et au roi. Teeman tourna le dos à la pièce, regardant fixement la rue sombre. Il avait apporté la violence pour les sauver, mais c'était ses ressources, l'empire qu'il avait bâti sur le sang qui les guérirait. Pour la première fois en 5 ans, le pouvoir qu'il exerçait ressemblait à autre chose qu'un fardeau. Le garage de minuit était moins un atelier de mécanique et plus un cimetière de pièces volées, une boîte en béton au bord du district où le gang de rue comptait ses billets froissés. C'était un endroit qui sentait l'huile et l'arrogance, un sanctuaire pour les hommes qui pensaient posséder la nuit. Cette illusion se brisa au moment où la porte de quai en acier gémit vers le haut, révélant Lee Teeman debout dans le projecteur comme un jugement d'en haut. Il n'apporta pas une armée cette fois. Il n'apporta que 2 hommes et un calme terrifiant distinct. À l'intérieur de la haute direction du gang, un homme nommé Kingston et 3 de ses lieutenants se précipitèrent de leur table de poker, les mains dérivant vers les ceintures. Mais ils s'arrêtèrent quand ils virent Snake, leur meilleur exécuteur, jeté sans cérémonie sur le sol en béton à leurs pieds, battu et à peine conscient. « Nous pouvons gérer ça comme des hommes d'affaires. » Kingston bégaya, sa bravade antérieure s'évaporant sous le regard aux yeux morts de Teeman. « Quoi que la mère de cette fille vous doive, nous pouvons le doubler. Argent comptant. » Teeman l'ignora. Il marcha vers l'établi graisseux, dégagea un espace parmi les bougies d'allumage et plaça un cahier immaculé relié en cuir sur la surface. Il cliqua un stylo doré, le son résonnant dans le garage silencieux. Facture médicale pour traumatisme et lacération, 15 000. Teeman dit, sa voix douce, presque ennuyée. Il écrivit le chiffre dans une écriture élégante. Dommages structurels à la propriété commerciale, 8 000. Perte de revenus d'affaires, 5 000. Il leva les yeux, ses yeux se fixant sur Kingston. Détresse émotionnelle à un mineur, incalculable, mais appelons ça 50 000 pour le désagrément. Kingston cligna des yeux, suant. Donc 68 000. Je n'ai pas ce genre d'argent comptant sous la main, mec, mais donnez-moi un week-end. Je ne veux pas votre argent. Teeman interrompit, fermant le cahier avec un claquement. L'argent est facile. L'argent, vous pouvez le voler. Je veux quelque chose de plus précieux. Je veux votre temps. T.I.M. s'approcha, le tatouage de dragon dépassant de son col, semblant respirer avec lui. À partir de demain à l'aube, vos hommes retourneront au salon. Vous balayerez le vareur. Vous peindrez les murs. Vous installerez de nouveaux accessoires et vous le ferez important des uniformes que je fournis sous la supervision de mes gardes. Kingston rit nerveusement, pensant que c'était une blague. Vous voulez que nous jouions les concierges? Nous dirigeons ces rues. Vous dirigiez ces rues. Teeman corrigea, sa voix tombant à un chuchotement qui portait plus de poids qu'un cri. Il tendit la main et ajusta le col de Kingston, un geste qui était intime et terrifiant. Maintenant, vous travaillez pour le quartier que vous avez essayé de briser. Si un seul pinceau est déplacé, ou si j'entends qu'un de vos hommes a même regardé cette petite file de travers, la dette sera payée en sang au lieu de travail. Il se retourna et partit, laissant le cahier sur le banc. Ce n'était pas une négociation. C'était une sentence. L'empereur avait parlé et les loups étaient maintenant ses chevaux de travail. 3 mois plus tard,
la cloche au-dessus de la porte du Crown and Glory de Quasha Tinta. Mais cette fois, le son n'était pas un avertissement. C'était une mélodie dans une symphonie de rire, de sèche-cheveux et de commérage. La cicatrice déchiquetée de la fenêtre cassée avait été remplacée par un verre renforcé immaculé qui brillait sous le soleil de l'après-midi. L'odeur de peur et de produits chimiques renversés était partie, remplacée par les parfums chauds et doux de beurre de karité et de vanille. Le salon était bondé. Des femmes remplissaient chaque chaise, leur conversation créant un bourdonnement vibrant de vie qui se répandait sur le trottoir. Mais au moment où l'homme grand, aux larges épaules dans le costume anthracite franchit la porte, un silence tomba sur la pièce. Ce n'était pas le silence terrifié du passé, cependant. C'était une pause respectueuse. Le quartier savait qui avait payé les rénovations. Il savait dont l'ombre gardait la rue sur la nuit. Lee Timmon retira ses lunettes de soleil. Ses yeux balayant la pièce non pas pour des menaces, mais pour des visages familiers. Il se portait toujours avec la grâce dangereuse d'un chat de la jungle. Le tatouage de dragon caché sous une chemise Oxford impeccable, mais la tension dans sa mâchoire s'était relâchée. « Vous êtes en retard, Monsieur Lee. » Une petite voix piailla de l'arrière. Jada se tenait près de la station de séchage, les mains sur les hanches, ayant tout l'air de la gérante qu'elle prétendait être. Elle portait une nouvelle robe, jaune vif comme une jonquille, et ses tresses étaient fraîches et complexes. Kessa leva les yeux d'une cliente, souriant, un sourire sincère et radieux qui atteignait ses yeux. Ne la dérangez pas, elle rit. Elle vérifie l'horloge depuis midi. TM ne sourit pas, mais le coin de sa bouche tressaillit, une fissure microscopique dans la façade de marbre. Il marcha vers la chaise de coiffure vide que Jada tapotait emphatiquement. Au choc des nouveaux clients, le terrifiant empereur de la pègre s'assit obéissant, son cadre massif semblant presque comique dans la chaise de salon. « Mes cheveux vont bien, » T-Man déclara, sa voix un grondement bas. « C'est ennuyeux. » Jada corrigea, grimpant sur le tabouret derrière lui. « Ça a besoin de saveur. » Pendant les 10 minutes suivantes, l'homme le plus dangereux de la ville resta parfaitement immobile, tandis qu'une fille de 7 ans peignait ses cheveux lissés en arrière. Ses gardes du corps, debout dehors près de la berline noire, regardaient par la fenêtre avec des expressions perplexes, mais ils savaient mieux que d'intervenir. « Fini !» Jada annonça triomphalement. T-Man se pencha en avant pour regarder dans le miroir. Fixant en retour était le même visage dur qui avait ordonné des coups et démantelé des gangs. Mais là, juste au-dessus de son oreille droite, clipsée fermement dans ses cheveux sombres, était une barrette papillon rose néon vif. C'était ridicule, c'était indigne, c'était complètement contraire à tout ce que l'empereur représentait. T-Man regarda le reflet de la petite fille rayonnante derrière lui. Il toucha le papillon en plastique doucement, comme s'il était fait de verre. Pour la première fois en 5 ans, le fantôme dans ses yeux s'estompa, remplacé par quelque chose de chaud et vivant. « C'est acceptable », il dit solennellement comme Jada gloussa et serra son cou. Lee Timmon réalisa qu'il n'avait pas juste sauvé un salon. Dans le processus de réparer leur monde brisé, ils avaient réussi à le réparer aussi. La fin. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne et laisser un j'aime